Dernière partie de cette rencontre annuelle au coffre en distanciel. Nous avons eu, je crois, finalement assez peu de problèmes techniques et donc c'était possible, on s'est adapté. Je retrouve Jean-François Faure qui va nous faire la présentation des projets de la société au coffre et notamment des précisions sur la levée de fonds Veracast. Je vous rappelle qu'il y a, comme chaque année, une offre spéciale pour cette rencontre annuelle qui est composée cette année de trois offres autour d'Elisabeth II, la Vera Valor Elisabeth II qui fait une once pour laquelle vous avez 15 euros de réduction à l'achat. La Vera Valor un quart d'once qui, elle, a 4 euros de réduction à l'achat. Et enfin, le lot de 10 Vera Silver Elisabeth II avec 5 euros de réduction à l'achat. Vous avez sur vos écrans, et vous avez eu sur vos écrans pendant la pause, des QR codes et des liens courts pour vous rendre sur ces offres et pouvoir passer à l'achat. Jean-François Faure, rebonjour. Vous nous présentez, comme chaque année, l'avenir du groupe au coffre, avec, comme chaque année, une grosse annonce parmi tant d'autres. Voilà, c'est à vous. Clairement. Cette année, alors évidemment, au COF, c'est un groupe aujourd'hui, donc c'est différentes sociétés, différentes activités. On va plutôt cette année mettre le focus sur le projet Veracash. Mais pour autant, il faut quand même refaire un petit update sur nos projets strictement sur OCOF. Tout à l'heure, je parlais de tout ce que l'on avait lancé comme pièces dans l'écosystème Veravalor, donc la 1 once, la 1 quart, avant la 1 dixième Veramax Londres. Donc ça, évidemment, cela va continuer. Donc vous devez voir qu'il manque un petit quelque chose un peu au milieu. Donc c'est la demi-Vera. Donc attendez-vous à ce qu'elle sorte très prochainement. Donc ça, c'est un petit peu l'annonce côté pièces. Quand les pièces 5 et 6, les Veramax 5 et 6 Londres seront vendues, évidemment une nouvelle collection sera lancée. Je ne peux pas encore vous en parler aujourd'hui parce qu'on est en négociation avec les pays potentiels. Et avec ces pays, on est en train de dealer même le projet. 2021 est une année où en fait il y a pas mal d'anniversaires, plein de choses à fêter, célébrer. Donc je vous laisse vous amuser à aller sur Wikipédia et regarder 2021, c'est le centenaire ou le bicentenaire ou je ne sais pas quoi de quoi, et vous verrez potentiellement à quoi on peut penser. Donc voilà, ça c'est en forme un peu de teaser. Et on en parlera un peu plus tard dans l'année si le projet peut avancer. Toujours sur Veravalor, et là c'est une vraie exclue. Vous êtes vraiment, d'une certaine manière, les premiers à la prendre. On va mettre tout en œuvre pour lancer ce début d'année un site Veravalor à part entière. Alors un site Veravalor à part entière, là encore je ne peux pas vous montrer le visuel, ça serait trop prématuré. Alors les actionnaires de Hocoff l'ont vu ce matin en partie, mais là je ne peux pas vous le présenter. Ce site aura vocation à être un site de e-commerce, un site bilingue et un site qui poussera les Veravalor au-delà des frontières françaises. Donc je sais que j'en avais stressé quelques-uns avec des Veravalor qui passaient de jetons à cours légal. C'était pas pour embêter le monde dans les chaumières, c'était vraiment dans une logique de projet international. Et pour accomplir cela, il faut évidemment que ces pièces puissent être acquises par un Anglais, par un Allemand, voire même un Américain ou un Chinois. Donc il faut un outil digne de ce nom. Et Okoff n'est pas un site de commerce électronique. Okoff, lui, est plutôt un mix, on va dire, à l'époque, c'est ce que je disais, entre Boursorama et eBay. Voilà, donc il faut un site dédié, ça sera le propre du site Veravalor. Donc voilà la parenthèse sur l'activité propre de Ocoffre et de ce qui en sera détaché très prochainement. À noter quand même qu'on travaille aussi sur la V3 de Ocoffre. L'idée est de faciliter l'usage de Ocoff pour les nouveaux venus et de permettre aux anciens d'avoir un usage beaucoup plus expert. Donc ça aussi, c'est pour 2021. En tout cas, vous en verrez les premiers chantiers que pour plein de raisons, et notamment Covid-19, on n'a pas pu propulser cette fin d'année parce qu'il y avait trop de chantiers à gérer en même temps. Donc, moi, j'en reviens sur la levée Veracash. Donc, l'idée est de lever jusqu'à 2,5 millions d'euros.
Alors, d'abord, pour répondre à votre demande, on n'est pas dans une posture de levée de fonds pour lever des fonds. Veracash était à l'équilibre en 2019, on est très très à l'équilibre en 2020. Pareil, les actionnaires étaient très heureux de l'apprendre ce matin lors de la grande conférence que j'ai fait avec eux. En fait, la problématique est surtout d'accélérer, mais d'accélérer dans le bon sens, et donc de ne financer que des projets clairs, nets et précis, et ne pas être dans une logique où on lève des fonds pour faire du cash burn. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On n'a jamais fonctionné comme ça pour ceux qui nous connaissent de l'autre côté, donc plutôt du côté actionnarial. Et pour autant, on a un projet fort. Alors, quand on vous parle de 2,5 millions, c'est 2,5 millions au maximum, mais tel que l'opération est structurée, vous allez pouvoir rentrer dedans à partir de 1,60 €. Sauf que vous en aurez pour 1,60 €. Et en fait, on va fonctionner par palier. Comment sont structurés ces paliers? Donc en fait, on commence par un premier palier à 250 000 € et qui est un palier orienté sur vos attentes en matière de sécurité et de traçabilité. Sécurité et traçabilité, ça commence aussi basiquement par ce qu'on appelle le 2FA, qui est tout simplement, que vous devez tous connaître, la validation d'une transaction par un envoi d'un code, soit par email, soit par SMS. Donc ça, aujourd'hui, on n'est pas encore totalement abouti, mais c'est quelque chose qui va bientôt pouvoir être terminé. Et en tout état de cause, depuis hier soir, parce que vous êtes nombreux à être allés sur le lien bourse.veracash.fr, et je vous invite d'y rentrer comme dans une boutique, c'est-à-dire deux par deux, parce que c'est un site un peu ancien. On a fait appel à des spécialistes de la bourse privée, qui sont des grands professionnels, mais depuis une trentaine, quarantaine d'années. Et évidemment, ils ont un outil qu'ils ont développé et qui n'ont fait cesse que de faire progresser, mais il est encore un petit peu dans son jus. Donc il marche très bien, mais il n'y allez pas trop nombreux. Raison pour laquelle je vous partage aussi les documents à lire. Donc vous avez un lien tiny.cc slash levé-VRC et que je vous incite d'abord à consulter. Donc vous avez dedans les documents essentiels. Et là, vous allez voir, vous avez passé un petit peu quelques heures à comprendre un petit peu ce projet, comment on fonctionne, nos bilans récents ou un peu moins récents. Et ça vous permettra de voir si vous positionnez dessus. Donc, pour ce premier palier, donc on parle de sécurité et de traçabilité. On a ensuite la volonté de mettre en place une carte virtuelle, voulant dire que quand vous ferez vos achats sur Internet, vous ne serez pas obligé de sortir la carte Veracash, mais vous aurez accès à un numéro de carte qui changera à chacune des transactions. Et donc ça, en matière de sécurité, c'est assez difficile de faire mieux. Donc voilà, ça fait partie des choses que l'on souhaite mettre en place assez rapidement. Donc on peut considérer que le 2FA est déjà financé depuis hier soir. Est-ce que les gens qui vont investir cet après-midi auront financé à la fin de l'après-midi la carte virtuelle? À voir. Ensuite, on met en place un système de tokenisation pour les activations de cartes. Parce qu'on sait que dans le passé, certaines cartes ont pu être détournées pour plein de raisons. Donc là, l'idée, c'est de stopper ça et on va mettre en place un système de token qui garantira l'activation des cartes. Et pour finir sur la sécurité et la traçabilité, on finalise en fait notre blockchain en partenariat avec donc, le consortium que l'on a monté avec 4 autres structures qui s'appellent Gouverna. Et donc là, nous, on est en prod, mais en usage restreint. On est assez satisfait de ce travail. Il a fallu un peu de temps pour aboutir, parce qu'on a changé de techno en cours de route, parce qu'il s'est avéré que la quantité de transactions de Ocoffre et de Veracash était trop importante pour la techno choisie initialement, qui était Hyperledger Fabric, pour les techos qui voient de quoi je parle. Et en fait, le système était saturé. Ensuite, on a un autre palier. Et là, on passe à 400 000 €. Là, c'est passé à des modèles d'application qui utiliseraient Veracash. Parce que Veracash, c'est excellent, mais, et je l'ai vu dans les différentes interventions ou les questions qu'on a pu avoir sur le chat, certains se disent, mais il se passe quoi si l'euro explosait ou si l'euro était bloqué? Pour plein de raisons. Mais on n'arrête pas de le rappeler, mais Veracash en soi est utilisable dès à présent avec son wallet pour envoyer de la valeur à une autre personne. Et donc, même si la Veracard ne marchait plus, même si le système monétaire ne fonctionnait plus, le système de wallet de compte Veracash fonctionne parfaitement. Mais pour autant, c'est bien d'avoir des applicatifs un petit peu pour tester tout ça. Et donc,
quelle meilleure idée que de proposer par exemple une application de petites annonces. Parce que les petites annonces, globalement, tout le monde y est confronté, on a toujours quelque chose à vendre ou à acheter. On a Le Bon Coin, on a eBay, on a Vinted. Vinted, voilà. Mais ils ne reconnaissent pas de manière native Veracache, c'est un petit peu dommage. Donc voilà, l'idée c'est de nous-mêmes de se lancer là-dessus. Et cette application sera certainement la première d'une longue série, enfin en tout cas je l'espère, et le financement va œuvrer dans ce sens. Et c'est là où, évidemment, on répond à une demande, à votre demande, mais aussi cette levée de fonds nous permet évidemment de financer notre croissance et notre indépendance. Et en fait, là, chaque euro qui est mis, qui développe une activité, qui développe un applicatif, nous permet aussi, nous, d'assurer cette indépendance. Parce que quand on est lié à des applicatifs tiers, et nous, les premiers, on en utilise, même pire, des fois, des applicatifs labellisés US, notre corps défendant, et pourtant, des fois, on n'a pas le choix. Si nous, on peut en internaliser certains, eh bien, c'est ça de gagner. C'est aussi une expertise gagnée qui nous permet de vous délivrer le meilleur des services. Ensuite, le palier des 600 000 euros. Donc là, ça va être un petit peu spécial. Je sais que vous aurez des questions. Je ne peux pas vous les amener les réponses aujourd'hui pour des raisons de confidentialité sur le montage avec le partenaire ou les partenaires éventuels. Donc on serait sur ajouter une nouvelle matière qui serait l'Eurogold. Alors, on a fait un sondage récent auprès de la population Veracache. Vous avez été très nombreux à nous répondre. Quasiment 2000 réponses. C'est-à-dire que c'est au-delà d'un sondage national. Quand on fait un sondage national avec OpiumWay, il y a 1000 personnes qui répondent. Là, vous étiez 2000. C'était exceptionnel. Et ça nous a permis d'en tirer certaines conclusions ou de valider des vraies attentes. Alors nous, on avait un peu mis le doigt sur des choses qui pouvaient vous intéresser. Et là, les choses sont claires. L'Eurogold est attendu à 76%. Est-ce que vous avez vraiment compris ce que l'on propose derrière? Je ne sais pas, mais je vais le rappeler. L'Eurogold serait une matière qui serait en fait des euros hors système bancaire, qui serait sous forme de pièces en or, mais dont la valeur faciale serait, à l'instant de la mise en place du système, supérieure, une valeur faciale supérieure à la valeur des euros, enfin de l'or contenu dans ces pièces. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, on est quand même en zone euro. C'est quand même l'euro qui engage et qui traduit au quotidien notre vie. Nous, on préférerait peut-être que ça soit l'or, mais ce n'est pas le cas au quotidien. Donc, pour plein de raisons, il est important quand même d'avoir une offre autour de l'euro. Pourtant, vous êtes tous, et moi le premier, à considérer que cet euro peut être mis en danger. Il suffirait qu'une grande banque française soit en difficulté pour que par effet domino, un grand nombre de banques européennes soient en danger. Or, aujourd'hui, l'essentiel de la masse monétaire euro est à la fois créé, détruite, et en tout cas animée par nos banques. Que se passe-t-il si on a une déstructuration à ce niveau-là? Donc il est important que l'euro puisse peut-être continuer d'exister, mais peut-être sous une autre forme, non bancaire. Et s'il devait perdre massivement de sa valeur, eh bien le sous-jacent or reprendrait à ce moment-là lui-même de sa valeur par une forme d'effet ciseau, mais dans ce cas-là positif. Perte de valeur de l'euro d'un côté, gain de valeur de l'or de l'autre, et donc on se retrouve avec une matière qui est peut-être au départ peut-être vue comme moins efficace qu'une pièce d'or seule, mais cela reste des euros, et l'euro c'est notre vie aujourd'hui, mais en cas de crise grave, l'or reprendrait le dessus. Alors évidemment, le modèle économique sera compliqué, des fois vous pourrez peut-être trouver que les tarifs pourront être chers, mais ça reste de la pièce en or. Ça reste ensuite des produits qui sont frappés et donc avec des quantités limitées, donc il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc il est très probable que ce soit un euro sur lequel il y ait une prime. Et ça, visiblement, vous l'avez tous compris. Mais d'ailleurs, j'avais expliqué le modèle sur Telegram et pour le valider. Vous avez compris que ça pouvait être un euro qui se vende à plus que 1 euro égale 1, mais ça peut être un euro qui vaille 1,10 €, 1,20 €. Voilà. Et avec des commissions qui seront de l'ordre du Gold Premium. Voilà, donc ça, c'est le projet pour le palier des 600 000 euros. Ensuite, on passe à un autre cran, beaucoup plus élevé, qui est le palier des 1 450 000. Et là, on propose l'euro wallet, en fait, l'euro tout simplement des néobanques. L'euro que tout le monde connaît quand il utilise un N26, un Revolut, etc. Alors, nous, on considère que sachant faire le reste, on sait faire aussi ce métier. Mais pour autant, ça le change quand même assez radicalement.
sur un plan juridique, organisationnel, et puis des développements quand même très lourds pour que ça puisse fonctionner de la meilleure manière. Donc c'est un gros gap à franchir pour nous. C'est assumer de devenir une néobanque, tout en assumant en même temps qu'on ne veut pas devenir une banque. Donc c'est ce paradoxe, mais Benjamin, tu peux attester que les paradoxes sont même notre politique générale, voire même notre identité ou notre raison d'être. Donc on n'est pas un paradoxe près, que l'on sait assumer, et partez du principe que le jour où on vous propose de l'euro sous forme de wallet, ça sera d'une manière et dans un esprit qui est celui de Veracash. Et pour vous donner un petit peu une idée, et pour presque vous faire saliver, imaginez un IBAN avec un numéro, un chiffre qui vous est dédié, un numéro IBAN qui vous est personnel, mais qui, quand vous l'activez, par exemple pour un prélèvement, imaginez que vous avez un prélèvement EDF de 200 € qui va passer dessus, si sur en bout de votre IBAN, vous n'avez plus d'euros, eh bien, si vous avez donné l'autorisation pour que ça fonctionne comme ça, imaginez que cet IBAN déclenchera la revente à concurrence de 200 € de votre or pour pouvoir répondre à la demande d'EDF. Donc en fait, sur cet IBAN personnel, on va mettre en œuvre la même technologie que l'on utilise aujourd'hui tout simplement pour la carte Veracash, qui fonctionne sur le même système, puisque sur cette carte, vous n'avez jamais d'euros, ou alors d'une manière très instantanée, qui ne dure pas plus d'une fraction de seconde. Donc vous voyez, ce genre de choses qui sera complètement inédit et qu'on peut mettre en place très très vite si vous nous suivez sur ce projet de levée de fonds. Le palier suivant est en fait la complémentarité du précédent, c'est que si on a su gérer les euros, vous allez nous dire, c'est tellement simple de rajouter des devises, du franc suisse, parce que sur le coup c'est celui que vous attendez le plus, du dollar, de la livre sterling. Alors oui, ok, sur un plan technique, c'est peut-être simple, mais ça veut dire qu'il faut repenser complètement l'UX de l'application mobile. Ça veut dire que là encore, on change encore de métier. En fait, on l'améliore, mais on doit demander des agréments supplémentaires pour le faire. Donc ce n'est pas neutre non plus. Partez du principe qu'à chaque fois, quand je présente ces différents paliers, imaginez que derrière, il n'y a pas que du développement informatique. Et là, je ne reviens pas sur le comment et le quoi, je parle vraiment du pourquoi. Derrière, il y a des gens que l'on doit embaucher pour mettre en place ça à tous les niveaux, que ce soit du développement informatique, que ce soit sur le plan marketing, juridique, évidemment. Et ensuite, il faut le maintenir, parce que nous, quand on lance un site ou un service, on fait le job et un nombre d'années assez conséquent. Donc il est important, même si le service, pour X raison, est désaffecté, eh bien nous, on assume quasiment jusqu'au bout. Donc voilà, si on le fait, c'est pas à moitié. Et c'est ça qui coûte cher. Voilà. Et pour finir en fait sur les paliers, donc le palier ultime qui est le palier à 2,5 millions. Alors je dis ultime parce que au-delà, on rentrait sur un modèle capitalistique où le nombre de parts ne correspond plus à notre projet aujourd'hui de gouvernance. Donc ça, c'est quelque chose qu'on en reparlera peut-être dans quelques années. En tout cas, aujourd'hui, sur ce palier à 2,5 millions, on propose quoi? De rentrer dans une posture, une véritable posture d'ouverture à l'échelle internationale, mais pas juste par la traduction d'un site en anglais, qui existe aujourd'hui, hein, on l'a fait, et c'est même un site qui est même à minima un peu localisé pour des utilisateurs qui aujourd'hui seraient irlandais ou en anglais, mais qui tolèrent d'utiliser l'euro. Mais on sait qu'il faut aller plus loin, il faut faire de la localisation. Pas que dans la traduction, il faut le faire aussi physiquement, il faut peut-être trouver des partenaires. Donc trouver des partenaires, ça veut dire mettre en place des API, développer des systèmes informatiques robustes sur le plan notamment de la sécurité, les problématiques RGPD, comment on s'organise. Tout ça, ce n'est pas neutre du tout, c'est de l'humain, c'est du développement, c'est de l'organisation, et on sait que le temps file extrêmement vite, et si on veut aller vite, eh bien, il faut déployer ça assez rapidement. Donc, alors comment, je l'ai expliqué tout à l'heure, comment rentrer dans le capital. Donc je vous avais parlé de la fameuse page bourse.veracash.fr que je vous invite à ne consulter que quand vous aurez déjà lu tous les documents sur le petit lien tiny.cc/levé-veracash. Donc globalement, rentrer dedans, c'est extrêmement simple. Vous compléterez un petit formulaire.
que vous validez. C'est une promesse d'achat et ensuite on va vous demander derrière de compléter des documents. Mais ça reste une bourse privée. L'opération visée par l'AMF, mais c'est une bourse privée. Donc vous allez pouvoir ensuite vous acheter et vous revendre entre vous. Et c'est là où maintenant j'aborde en fait l'un des derniers éléments de la slide, c'est vous rentrez au capital et après il se passe quoi? Donc est-ce que nous on aura ultérieurement une intro en bourse? Ben, la bourse on l'a là, c'est une bourse privée. Si on prend les utilisateurs au coffre, si on prend les utilisateurs Veracash, vous serez bientôt 70 000. C'est suffisamment pour créer quelque chose de dynamique. Donc, est-ce qu'il y aura des dividendes? Alors, les dividendes, c'est vrai que jusqu'à présent, pendant 10 ans, chez Ocoffre et Veracash, on n'était pas trop fan des dividendes, et pour une raison extrêmement simple, et encore qui m'a été validée ce matin par les actionnaires du groupe, c'est que tout simplement, tant qu'on est en posture de prendre des parts de marché, tant qu'on doit faire du développement informatique, les dividendes, c'est un peu compliqué de les verser. Et sur le coup, moi étant l'un des actionnaires principaux, l'actionnaire principal de Ocoffre, bah, moi le premier, je n'en touche pas non plus. Donc ces dividendes ne seront appréhendés que le jour où on considérera avoir atteint un niveau, une taille et aussi une solidité. C'est-à-dire qu'il est hors de question de donner des dividendes alors qu'on pourrait se poser des questions sur la solidité d'une entreprise. Les premiers bénéfices sur Veracash c'est 2019, 2018 était une année qui était encore compliquée. Donc voilà, les dividendes, on en parlera, mais dans un futur pas nécessairement proche. Et donc il y a la revente, tout simplement, et c'est la raison pour laquelle cette bourse est mise en place, qui vous permettra de voir d'un côté les gens qui sont potentiellement acheteurs, vous vous positionnez en tant que vendeur, et limite pouvoir faire des allées et venues sur ce titre qui, sur le coup, est nominatif. Donc là, on n'est pas encapsulé dans une structure ad hoc comme on avait pu le mettre en place sur Veracash pour le crowdfunding. Vous êtes vraiment au nominatif et vous êtes animé par cette bourse qui a vocation à mettre en place tout ça de manière très très vivante. Donc, pour en revenir sur votre manière de participer, donc, et ça c'est pour rabâcher, donc d'abord lire les documents. Lisez, lisez, lisez. On ne souhaite pas que des gens investissent dans cette structure sans qu'ils ne sachent pas dans quoi ils investissent. Je sais que pour la plupart, vous nous connaissez, vous me connaissez. Quand je vous croise, vous me dites que vous me faites confiance. Évidemment, on a une relation qui est basée sur la confiance. Pour autant, est-ce que cet investissement correspond à votre structure patrimoniale, à votre projet? Est-ce que vous pensez pouvoir le rentrer dans votre PEA ou pas? Il y a pas mal de questions et certaines sont extrêmement techniques et je ne pourrais pas y répondre aujourd'hui. On restera sur des réponses à des questions qui sont plutôt de l'ordre stratégique. Ces questions ont leur réponse dans les documents à lire. Vous avez à peu près 70 pages. Alors vous pouvez être, comme je l'explique, suivant votre courage, vous vous contentez de l'executive summary qui en fait que 2 et qui globalement plante le décor. Mais je vous conseille quand même de faire le job et de lire le document de 53 pages, lire nos bilans, etc. Ensuite, vous vous enregistrez dans la fameuse boutique où on est que 2 autorisés en même temps. Et ça vous prend 30 secondes, puisque vous avez globalement que votre nom, prénom, adresse, numéro de téléphone et email à mettre. Valider comme quoi vous avez lu le pack d'actionnaires et lu les documents, et vous serez recontacté par notre partenaire qui est C2IB, qui met en place l'opération. Donc c'est lui qui vous demandera les documents et qui complétera en fait la bourse privée. Évidemment, voilà, vous allez devoir prouver que c'est vous. Donc, on vous demandera à un moment donné une carte d'identité, on vous demandera un justificatif de domicile. Ça, c'est normal. C'est un appel à l'épargne. Il est normal que l'on vous connaisse. Et après, évidemment, les questions évidentes, c'est je paye comment? Alors évidemment, avec un actif ou une valeur que vous possédez, C'est mieux. Oui. c'est plutôt pas Oui, mal. c'est Hein. mieux, Enfin, en c'est tout cas, mieux. chez Ocoff, c'est comme ça qu'on voit les choses. Hein. C'est pour ça qu'on dit qu'on ne veut pas devenir une banque, parce que nous, la notion de crédit, c'est un truc qui nous est encore un peu étranger pour certaines choses, en tout cas, qui ne nous a pas concernés peut-être des fois malheureusement. Donc, comment vous achetez vos actions? De manière très simple, soit par un virement. Et là, pareil, les coordonnées du partenaire, donc un compte à la BRED, est clairement indiqué dans les différents documents. Par un virement, le chèque est autorisé. Vous pouvez payer par carte bancaire. Et parce qu'évidemment, on est entre nous, on se connaît un petit peu tous. Si vous êtes utilisateur Veracash,
si vous êtes utilisateur au coffre, vous pouvez utiliser votre or, votre argent métal, en tout cas votre actif, pour rentrer dans cette opération. Alors côté Veracash, souvenez-vous que vous avez donc une franchise de taxes ou d'imposition jusqu'à 5 000 euros. Donc, comme on sait qu'on est dans une logique de revente d'actifs, et bien évidemment, vous pourriez être concerné par des plus-values. Mais vu que vous êtes sur Veracash et vu le sous-jacent, vous ne seriez pas sur le coût fiscalisé, donc jusqu'à 5 000 euros. Vous pourriez tout à fait participer à cette opération sans avoir d'imposition ou de taxes dessus. Sur au coffre, ça peut être un peu plus compliqué pour les pièces qui sont localisées en France, donc mesurez bien l'impact fiscal que vous pourriez avoir sur cette opération. Et sur les pièces ou actifs localisés en Suisse, si vous avez des jetons, les Veravalor, une once, qu'on adore, voilà. Il vous est toujours possible de les revendre à concurrence de 5 000 euros là aussi. Et les pièces à cours légal, que ce soit les Krugerrand, les nouvelles Veravalor, les Eagle américains, etc. Petit bonus pour au coffre, n'oubliez pas, vous avez aussi un compte d'attente en euros. Et donc, l'organisateur de l'opération nous a autorisé à ce que vos comptes d'attente puissent être utilisés pour abonder le compte bancaire qui a été ouvert pour l'opération. Donc, évidemment, ça sera à votre demande, mais si vous nous demandez expressément d'utiliser votre compte d'attente pour cette opération, c'est tout à fait possible. Et ça peut même être conseillé. Pour ceux d'entre vous, et j'ai les petits noms, qui nous ont pris justement pour une banque en mars ou avril, et qui pensaient qu'il valait mieux avoir de l'argent chez nous, mais des euros, plutôt que dans leur banque. Alors, déjà, merci de votre confiance, mais nous, on n'est pas nécessairement ultra à l'aise sur le principe, parce qu'on n'est pas une banque, on a plutôt vocation à vous vendre de l'or ou de l'argent métal. Donc, s'il vous plaît, si vous ne saviez pas vraiment quoi faire de ces euros, et à la base, vous ne pensiez même pas acheter de l'or avec, mais au moins rentrer dans cette opération, je pense que ça sera une logique un petit peu plus positive que de rester sous forme d'euros. Voilà, alors évidemment, vous avez des questions, alors je vais y répondre au principal. N'oubliez pas qu'une majorité de réponses se trouve dans les documents à lire, et de toute manière, le partenaire a un email qui est ouvert, qui est contact@c2ib.fr, et vous avez même d'ailleurs veracash@c2ib.fr, donc n'hésitez pas à leur poser les questions plutôt techniques directement à eux, et je vais répondre un peu à la stratégie. Alors, effectivement, je vais prendre la première question, celle qui est tout en haut. Est-ce que vous lanceriez avec cette levée de fonds une interface interplateforme? C'est-à-dire pour vos clients, les membres qui sont utilisateurs des 3 services, on va dire au coffre, Veracash, Veraone, est-ce qu'il y aurait une possibilité un jour d'avoir un seul et même wallet ou un seul et même objet? Alors, ça se fera vraiment en plusieurs temps. Déjà, sans le dévoiler, parce que ça, c'est déjà passé sur le budget 2020. Très prochainement, une API sera déployée côté au coffre qui permettra aux utilisateurs, doublement utilisateurs au coffre et Veracash, de s'identifier côté au coffre pour pouvoir acheter de l'or côté au coffre avec leur or Veracash, donc avec leur compte Veracash. Donc ça, c'est pour très bientôt, tout début d'année 2021, et c'est vraiment de toute manière nous notre leitmotiv, mais on va pas pouvoir le faire du jour au lendemain, de créer des passerelles entre les différentes plateformes. Mais pour autant, il faudra quand même accepter que quand on passe d'une plateforme à une autre, des fois il peut y avoir des opérations qui sont considérées comme de la revente, parce qu'on change de matière, donc ça veut dire qu'on est soumis à de la fiscalité. Donc nous, on doit aussi mesurer si la demande de nos clients est... alors évidemment, elle est évidente, mais challengée par la réalité, est-ce qu'elle sera toujours présente? Donc il faut s'attendre plutôt côté au coffre, parce que c'est là qu'on va l'initier. Je parle de la version la V3 de au coffre. La version 3 de au coffre est une version qui se veut transversale. Mais on va passer par un sondage où on va en fait à vous demander en fait de peser ce que vous attendez.
Est-ce que vous préférez tel ou tel type de fonctionnalité par rapport à une autre? Est-ce que vous êtes prêt à être collecté sur de la fiscalité quand vous faites ceci ou cela? Parce que nous, après, on est challengé aussi par la loi. Donc, on est une société française. Nos clients, vous êtes à plus de 90% des Français. Il n'est pas question de vous mettre en danger, de nous mettre en danger. Voilà. Donc, voilà, on va d'abord passer par une phase de questionnement et rassurez-vous, c'est vraiment dans notre politique. Alors justement, puisque vous parliez de contrôle, de loi, il y a une question qui complète quand la personne dont je n'ai pas l'identifiant vous a entendu parler de Veracash qui deviendrait quasiment une néobanque. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait un peu de pression particulière des institutions et des autorités? Alors, une néobanque n'est pas une banque. Il faut le savoir. Et je vais vous dire un truc, néobanque n'est même pas un terme juridique. Alors que banque en est un. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, pour ceux qui avaient lu ce super bouquin sur la genèse du compte nickel, au départ, ils voulaient s'appeler No Bank. La CPR leur dit, c'est très bien, c'est très simple. Si vous appelez No Bank, vous ne serez pas une banque du tout, vous ne serez rien du tout, parce que vous n'existerez pas, on ne vous donnera pas la labellisation. En fait, le mot banque veut dire quelque chose d'extrêmement précis, c'est que vous êtes un établissement de crédit. Tant que vous ne proposez pas du crédit, vous n'êtes pas une banque. Uniquement du paiement? Voilà, alors si vous proposez du paiement, vous pouvez effectivement vous amuser à vous appeler une néobanque, voulant dire que de fait, de toute manière, aujourd'hui, Veracash est déjà une néobanque. Alors, on est déjà une néobanque parce qu'on propose des outils, des instruments, des méthodologies qui s'apparentent de l'usage de monnaie, comme on peut le voir justement sur un Revolut, un 26. Ah, c'est Siri qui C'est parle. Siri qui se réveille. C'est Siri qui se réveille. Donc oui, il faut bien faire la part des choses. Oui, on propose déjà aujourd'hui des services de néobanque. En aucune manière nous en sommes une banque et on ne souhaite pas non plus le devenir parce que la notion de crédit nous interpelle nous sur quelque chose d'un peu plus fondamental qui est aujourd'hui la génération monétaire. Aujourd'hui, la monnaie euro, dollar, etc. est générée par le crédit. Et on considère que ce sont des monnaies qui finalement ne sont pas du tout en phase avec les enjeux environnementaux, parce qu'avoir une monnaie basée sur le crédit, c'est une monnaie qui est basée sur une croissance infinie dans un monde qui est fini. Donc nous, pour des raisons même fondamentales, on ne veut pas devenir une banque parce qu'on s'appuierait sur un modèle qui est à l'opposé de nos valeurs, de notre raison d'être et même de notre politique générale. Alors justement, l'euro-gold, donc là il y a le mot euro, j'imagine qu'il doit y avoir une petite problématique juridique là aussi, mais ça va être fait comment? Il commence déjà à y avoir des questions techniques dessus, donc j'imagine que vous pouvez pas répondre aujourd'hui, que vous aurez... C'est des fractions de Veravalor, c'est... Alors, on ne va pas parler du sous-jacent parce qu'on ne souhaite pas le dire aujourd'hui. En tout cas, ce sera une monnaie physique en coffre avec une valeur euro supérieure à l'or. Ensuite, vu les partenaires que cela pourrait être, on a parfaitement, nous, le droit de vendre ce genre de cinquième matière, puisqu'elle serait vendue d'une certaine manière comme une pièce, sauf que c'est des euros. Donc, pas de problème à vendre ou proposer des euros. N'importe quel changeur propose des euros. N'importe quel numismate propose des euros à collectionner. Donc, quel problème à proposer des euros sous cette forme? Aucun. Et quand on s'appelle Veracash et qu'on est déjà agréé par l'ACPR pour délivrer des instruments de monnaie, des instruments monétaires, eh bien on est doublement validé dans ce droit. On a aujourd'hui, nous, si on voulait, là, demain, on a le droit de proposer de l'euro, même s'il n'était pas adossé d'ailleurs à de l'or. Pourquoi n'avez-vous pas fait cette levée de fonds sur le groupe au coffre? Pourquoi vous avez ciblé Veracash? Pourquoi vous ne faites pas au coffre? Et puis vous faites ruisseler les bénéfices de cette levée de fonds sur les filiales? Alors, déjà parce que pour des raisons de gouvernance et historique, Ocoffre est une société familiale qui doit le rester. Alors, société familiale, même si 40 des actionnaires de Ocoffre ne sont pas membres de la famille, mais à force d'y être, finalement, on va presque croire qu'ils le sont. Mais en tout cas, c'est dirigé comme tel, c'est-à-dire dans une logique résiliente, dans une logique de temps long. Dans une logique où on ne se vendrait pas au premier venu ni au second venu. Donc ça, c'est un vrai état d'esprit.
Après, basiquement, lever 2,5 millions au coffre sur un tel projet, eh bien, tout simplement, c'est peut-être pas l'argent dans la bonne case. Vous savez, moi, enfin, en comptant, moi, ce que j'aime bien faire, c'est les comptes analytiques où il y a un projet, il y a un budget, les choses sont claires. Donc là, c'est un projet Veracash, c'est Veracash qui se finance. Le jour où Ocoffre a une problématique de projet qui lui est propre, qui ne saurait pas se financer, et aujourd'hui Ocoffre sait financer ses projets, à ce moment-là, on verra pour une ouverture spécifiquement sur Ocoff. Donc voilà, pour des raisons de lisibilité, de logique, on préfère rester sur le projet Veracash et donc un financement lié à Veracash SAS. Alors pourquoi maintenant? Parce que vous avez dit tout à l'heure que l'année avait été bonne. D'ailleurs, l'année a été bonne pour l'ensemble du groupe. On peut imaginer que vous auriez pu pousser l'autofinancement. Alors j'adore ta question parce que ce qu'on voulait prouver dans ce genre d'opération, c'est que justement on ne faisait pas une levée de fonds parce qu'on était en difficulté. C'est-à-dire que nous, on ne s'appelle pas Revolut, c'est-à-dire qu'on ne lève pas des fonds sur une valeur pipée de notre société qui se compare à des banques sur le coup qui ont d'autres métriques. Donc je ne comprends même pas d'ailleurs qu'une boîte comme ça puisse être valorisée autant. L'idée c'est de ne pas lever des fonds pour proposer une gratuité de service qui serait une fausse gratuité parce qu'entretenue par un modèle complètement vicieux voire pervers. Donc on est absolument contre ça et donc on voulait ne pas avoir à l'expliquer parce qu'évidemment les gens ont le droit d'être suspicieux et donc pour arriver à présenter ce projet de la meilleure manière, on voulait arriver avec des super comptes et donc c'était certainement la meilleure année pour le faire parce que 2019 dans un contexte entre guillemets lambda entre grosses guillemets était déjà donc un résultat positif. Mais 2020 a été une année exceptionnelle pour Veracash. Et donc on considère que c'était le moment opportun pour vous présenter ce projet de la meilleure manière et en fait avoir un effet de levier, avoir quelque chose qui puisse démultiplier en fait cette force que l'on a déjà mise en œuvre cette année. Et comme vous le savez, voilà, Veracash, et surtout parce que le groupe Ocoffre est comme ça, on est dans une logique résiliente. Imaginez que Veracash subisse une année un peu compliquée, comme par exemple 2017, où tout le monde s'intéressait Au au Bitcoin. Bitcoin. Et j'en connais dans certains qui me regardent, qui se sont intéressés au Bitcoin et qu'on voyait moins sur la plateforme Ocoffre. Bon, après, qui sont revenus. Et on n'a rien contre le Bitcoin, bien au contraire. Mais pour autant, quand vous avez une désaffection, des gens qui passent radicalement sur autre chose parce qu'ils pensent que l'or ou le bitcoin c'est en concurrence alors que c'est juste que complémentaire. Si vous avez 10 sur l'or, bah, il faut mettre 10 peut-être sur le bitcoin, mais il faut peut-être pas arrêter de continuer à mettre sur l'or, etc. Vous voyez, c'est un peu ce genre de raisonnement que les gens n'avaient pas en 2017 et qui aujourd'hui, heureusement, commence à avoir, mais on n'est jamais à l'abri de ça. Donc Veracash doit être une société résiliente. On est parti pour du temps long. Et donc c'est maintenant que ça s'organise par un effet de levier. Et ce 2,5 millions, si on arrive sur un effet de levier, mais si on s'arrête à 250 000 et qu'on finance la sécurité, on sera extrêmement content parce que sur cette levée, vous ne financez pas nos dettes, vous ne financez pas du cash burn, vous financez les projets que vous allez voir. Vous ne les financez pas, vous ne les aurez pas. C'est aussi simple que ça. Alors il y a déjà des gens qui demandent comment on achète des actions au coffre aussi, puisque évidemment vous avez dit qu'il y avait d'autres actionnaires, mais c'est un autre sujet. Ouais, C'est un autre sujet. Aujourd'hui, il n'y a pas d'ouverture de capital sur Ocoff. Il y a éventuellement, par contre, des actionnaires qui peuvent être vendeurs parce qu'on est sur un pool d'actionnaires qui est vivant. Donc, ceux qui souhaitent peut-être aujourd'hui acquérir des parts de Ocoff, ne pas hésiter à nous envoyer un message par le biais du site Ocoff et il sera relayé aux personnes qui, chez nous, en interne, gèrent ce genre de choses. Est-ce que, et c'est sans doute la dernière question, est-ce que si vous mettez le paquet sur Veracash, est-ce que vous aurez encore des moyens humains et j'allais dire du temps de cerveau disponible pour développer les autres filiales, dont au coffre évidemment? Alors, au coffre et la maison mère, on n'a jamais déshabillé qui que ce soit pour habiller quelqu'un d'autre. Par contre, on a toujours été dans la posture d'épauler le petit jeune ou celui qui n'est pas bien. Donc, au coffre a épaulé Veracash pendant des années. Ça a permis à Veracash d'exister. On continuera si nécessaire. L'idée, c'est quand même que Veracash ait son autonomie et que Ocoff puisse se consacrer à ses propres projets. Et nous, clairement, sur Ocoff, là, je reprends ma casquette. Sur 2021, on a des projets vraiment magnifiques à accomplir.
que l'on autofinancera, pas de souci. Donc la problématique n'est pas sur de la levée de fonds. On ne veut pas dépenser plus que l'on a non plus, mais pour autant, on sait que ces projets, on pourra les financer. Donc on préfère nous mettre, en fait, j'aime pas le terme silo, parce que souvent c'est plutôt négatif, mais on aime bien en tout cas fonctionner un peu des fois en business unit. Donc chacun ait sa comptabilité, chacune ait son modèle économique, chacun son modèle de rentabilité. Évidemment qu'il y ait des passerelles pour aider, ça a toujours été le cas. Et au début, ABW, mon agence de traduction, en 2008, a aidé OCOF à exister pendant 1 an et demi. Donc voilà, c'est comme ça que l'on fonctionne. Donc ouais, plutôt que les choses soient effectivement très claires, très segmentées sur le plan capitalistique pour que chacun ait une lisibilité sur le projet. Ce matin, quand j'ai parlé aux 40 autres actionnaires, le projet était lisible, le projet était clair parce qu'on parlait de haut coffre dans une logique de groupe et donc on parlait aussi des filiales en dessous, mais en tant que filiale. Si on mélange tout, le projet devient illisible et les gens ne nous suivraient pas. Et puis vous l'avez rappelé au début de votre intervention, Veravalor va aussi voir un nouveau site, va aussi voir des développements, donc effectivement, ce n'est pas parce qu'une filiale est favorisée, donc justement personne n'est favorisé. Non, mais exactement. Et d'ailleurs, qui nous dit qu'on n'aura pas ce sujet dans 1 an ou dans 1 an et demi pour financer le développement de Veravalor. Aujourd'hui, c'est une business unit de OCOF, donc elle est encapsulée dans OCOF. La seule chose que l'on attend, c'est justement d'avoir des premiers signaux positifs sur l'année 2021 ou 2022 sur les ventes de la plateforme de e-commerce une fois qu'elle sera en place. Nous, ce qu'on attend, c'est qu'elle puisse être justement dans une posture d'autonomie, que OCOF ne soit pas son client principal à 95%, pour à ce moment-là justifier peut-être justement d'une levée de fonds spécifique auprès d'une communauté qui suivrait Veravalor. Mais la communauté qui suit Veravalor est peut-être aussi une communauté qui est différente de celle de Veracash. On sera peut-être plutôt sur un public plus collectionneur, plus sur le produit de luxe, et peut-être un investisseur qui pourrait être étranger. Je vais je vais vous poser la dernière question, il est temps parce qu'il est tard. Est-ce qu'ouvrir le capital, c'est pas perdre votre indépendance? Eh bien non, justement, ça c'est vraiment ce que je rappelais dans les premières slides. Si justement on lève ces fonds, c'est justement pour préserver notre indépendance. Parce que perdre notre indépendance, ça veut dire quoi? Je vais vous faire un scénario. Justement, on n'a pas levé de fonds. Et on se retrouve en 2022 dans une forme de 2017. C'est-à-dire que nos clients chers et adorés décident d'aller plutôt acheter du Bitcoin et que ça. Il se passe quoi? Eh bien, il se passe qu'à ce moment-là, on peut avoir des bilans qui sont dégradés. Peut-être une situation un peu compliquée à passer. Imaginons qu'à ce moment-là, OCOF ne souhaite pas, pour plein de raisons, aider Veracash dans ce passage difficile. Il faudrait faire quoi à ce moment-là? Peut-être se vendre. Et se vendre dans ce genre de posture, quand vous êtes en posture un peu délicate, c'est pas nécessairement se vendre au meilleur de la bande. En tout cas, peut-être pas celui qui partage nos valeurs. Alors je sais que moi, il y a des grands spécialistes du rachat du numéro 3 pour se mixer avec le numéro 2 pour faire le vrai numéro 1 mondial. Alors ça, effectivement, moi j'adore la stratégie, je suis le premier à la promouvoir, mais ça marche pas toujours comme ça dans la réalité. C'est souvent des fois des sociétés qui sont malheureusement pas achetées dans les bonnes postures et où là il y a clairement une perte d'indépendance. Donc non, aujourd'hui, c'est pas une perte d'indépendance, bien au contraire. De toute manière, là on parle de quoi? On parle de 12-15% du capital qui sont ouverts à des gens que l'on connaît, des gens que l'on aime, qui sont nos utilisateurs, qui sont nos clients, qui sont les membres d'OCOFR et de Veracash. D'ailleurs, cette opération vous est dédiée jusqu'au 15 janvier. Donc jusqu'au 15 janvier, ce ne sont pas des étrangers qui vont rentrer dans ce capital. Et si les 2,5 millions sont levés au 15 janvier, on s'arrête là. Et si d'ailleurs, on considère même que l'opération, en ayant levé 1,4 million, nous satisfait et qu'on préfère s'arrêter là plutôt que de s'ouvrir à des personnes que l'on ne connaîtrait pas, eh bien on déciderait de s'arrêter là, puisque je vous l'ai expliqué, on n'a pas nécessairement, nous, pour notre fonctionnement du quotidien, besoin de cet argent. On a besoin de cet argent pour vous proposer les services que vous nous demandez. Donc vous financez les services que vous allez utiliser dans les mois qui vont suivre. Merci beaucoup, ce sera la conclusion. Cette rencontre annuelle au coffre est donc terminée. Merci beaucoup à vous aussi pour votre présence. On me dit que vous avez été quasiment 1000 pendant les 3 heures de l'après-midi, ce qui est
plus que 2 fois la jauge de la salle que nous utilisons habituellement pour la rencontre annuelle. Donc rien que pour ça, c'est une réussite. On se retrouve sur les différentes plateformes, sur les différents chats, sur le blog l'oreetlargent.info et on vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Vous pouvez reprendre une activité normale. À bientôt. Merci, à bientôt.